Bonjour, je suis Myriam Lortal, chef du service départemental des aides financières. Donc on va faire une présentation en duo avec mon collègue du service social. Donc le service des aides financières au niveau du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, ce sont deux dispositifs et je vous fais cette présentation rapide parce que justement ça a vraiment rapport avec la précarité énergétique. D'une part, le fonds solidarité pour le logement avec notamment le volet énergie, fonds solidarité énergie, et le fonds d'aide généraliste, donc qui intervient en aide financière sur diverses problématiques pour les ménages, que ce soit de l'alimentaire, des frais liés aux enfants, ou bien justement les factures d'énergie. Donc je vais vous donner quelques chiffres assez rapidement pour vous donner quand même aussi une idée de l'intervention directe et indirecte d'ailleurs du département auprès des ménages en situation de précarité énergétique. Donc sur le fonds Solidarité Énergie en 2014, c'était 17 000 ménages qui ont été aidés par le FSE pour un budget global de 1,9 million d'euros. Parallèlement, toujours sur donc le FSE dans le cadre du FSL, toujours sur le FSL, nous intervenons également sur les aides au maintien qui englobent aussi des dettes locatives avec la partie charges locatives, dont une partie donc liée à l'énergie, au fluide en général, mais en tout cas à l'énergie. Sur ce volet-là, c'est 800 familles qui ont été aidées en 2014 pour 1,9 million d'euros également. Sur le fonds d'aide généraliste, donc, qui intervient parfois en subsidiarité ou parfois en complément du FSE sur les factures d'énergie, plus de 2300 familles aidées en 2014 pour plus de 800 000 euros. Sachant que 800 000 euros, ça représente sur les aides généralistes, donc qui concernent également l'alimentaire et tout ce que je vous ai dit, ça représente 20% du budget global d'aide généraliste hors frais d'hébergement. Donc c'est quand même une part très très importante au niveau de nos dispositifs. Et puis on a également sur un volet plus préventif tout ce qui concerne l'intervention en accompagnement social lié au logement, que ce soit sur pour les ménages en logement autonome, dans le diffus, entre guillemets, ou en résidence sociale. Donc le département finance des opérateurs donc, pour assurer cette ASLL. Ça représente plus de 5 millions d'euros annuels. Et avec un axe fort, en tout cas, qui fait partie des objectifs conventionnels qu'on peut avoir avec ces opérateurs sociaux, justement sur la gestion des fluides et tout ce qui est prévention, en fait, et apprentissage aux éco-gestes auprès des ménages accompagnés. Donc là aussi, plus de 2000 ménages accompagnés dans le cadre de cette ASLL. Au final, alors moi non plus, je ne suis pas sociologue, ni démographe, ni quoi que ce soit, mais en tout cas, ça représente quand même plus de 20 000 ménages aidés dans l'année. De façon très directe, plus de 3 millions d'euros d'aide vraiment ciblée sur la précarité énergétique. Et je voulais rebondir aussi parce que j'ai entendu plusieurs fois depuis le début de cet après-midi parler de restrictions budgétaires. En tout cas, au niveau du département et donc de tous les dispositifs dont je viens de parler, les budgets jusqu'à présent, en tout cas, ont été maintenus. Alors après, c'est vrai que ça reste, je pense qu'on partage tous le même constat, que ça reste insuffisant, mais pas en termes forcément de moyens financiers, en termes plutôt d'utilisation de ces moyens. Donc c'est vrai que nous, on a en tout cas au niveau de notre service des perspectives de travail à court, moyen et long terme sur le développement de la prévention en fait, parce qu'on se rend bien compte au niveau du FSE, du FAG, enfin du Fonds d'aide généraliste, pardon, que les aides directes sur facture, d'abord on a une explosion des factures, on voit des situations individuelles avec des factures à 2 000 3 000 euros, donc voilà, c'est-à-dire qu'effectivement on va aider pour une partie, mais sachant que la facture d'après, on va avoir un effet boule de neige.
avec malgré tout le côté sur le FSE qui protège de la coupure, et c'est quand même pas neutre pour les populations auxquelles nous nous adressons. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a parfois l'impression, et je pense que mon collègue du service social aura un petit peu le même constat, c'est qu'on a parfois l'impression de coller des rustines sur des problématiques qui sont sans cesse en aggravation, ou en tout cas... et que donc ce travail sur la prévention et sur l'articulation des dispositifs, c'est vrai que moi je suis assez satisfaite aussi de pouvoir rencontrer une personne du CIPEREC, parce qu'on a le projet de travailler sur l'articulation des dispositifs, de pouvoir travailler à la fois sur le préventif, mais sur le curatif dans le cadre de montage financier, peut-être parce qu'effectivement, le département tout seul, comme le CIPEREC tout seul, ou comme d'autres institutions toutes seules, ne peuvent pas régler des situations qui sont vraiment très très enquistées au niveau des ménages en situation de précarité énergétique. Donc en tout cas, on est ravis d'être ici, effectivement, pour pouvoir déjà porter l'action du département quand même, et pouvoir surtout rencontrer des partenaires qui sont déjà des partenaires actuellement, mais des partenaires aussi pour l'avenir. Jean-Julien. C'est bon. Pardon, Jean-Julien Routis, moi je suis conseiller technique chargé des actions d'insertion au service social départemental, qui est un des services de la direction de la prévention et de l'action sociale. Juste peut-être en 2 mots, un peu d'introduction. La précarité énergétique fait partie du plan climat, d'une des actions prioritaires du plan climat départemental, qui est une affaire importante, en tout cas portée par le département, un axe majeur en tout cas de politique départementale. Mais la gouvernance quand même de tout ce qui rentre autour de la précarité énergétique est complexe. Je viens juste à l'instant de faire l'exercice de savoir effectivement quels étaient nos partenaires internes autour de cette question de précarité énergétique. Ça correspond déjà chez nous à 5 grandes directions de services, une douzaine de services et au moins 4 vice-présidents. Donc voilà, donc ça veut dire que pour mettre tout cela en ordre de marche, c'est pas si simple. Il n'en demeure pas moins que sur le territoire, les choses avancent. En tout cas, les professionnels confrontés, notamment les services sociaux confrontés évidemment à une population prise à la gorge sur ces questions de précarité énergétique, ont développé déjà un certain nombre de stratégies, bien évidemment en répondant, en tout cas en faisant en sorte de monter un certain nombre de dossiers autour des questions de précarité énergétique. Évidemment avec nos collègues des CCAS qui sont en première ligne, puisque les instructions sont les CCAS les dossiers de précarité énergétique, c'est CCAS qui les montent. Mais tout l'accompagnement des publics reste évidemment de la compétence des services sociaux. Et là, sous de forme effectivement d'aide directe ou négociation avec les entreprises qui sont effectivement dans le cadre des conventions avec le département, dans le cadre du FSE, mais effectivement les autres qui n'adhèrent pas du tout au FSE départemental et pour lesquels il n'y a pas forcément de réponse, ou des réponses très complexes. Souvent on a affaire à des plateformes qui ne sont pas forcément non plus en France, ce qui n'est pas simple à gérer. Et puis d'autres actions qui sont là, d'actions collectives, qui sont largement développées par nos services sociaux départementaux, sous des formes alors très différentes. C'est en fonction aussi de l'environnement partenarial local, de ce qui existe, des volontés aussi municipales à développer un certain nombre de politiques, en tout cas de prévention autour de la lutte contre la précarité énergétique. Pour ce qui concerne Plaine Commune, nous sommes là, c'est 9 communes. Si ma mémoire est bonne, c'est 9 communes. Voilà, 9 communes. Nous avons de mémoire là 5 services sociaux départementaux et 3 municipaux. Au bas mot, ça devrait faire quelque chose comme 130 assistants sociaux à l'œuvre, et puis une soixantaine de secrétariats d'accueil qui sont, voilà, en tout cas en contact direct avec les publics. Sur ces territoires, il y a déjà un certain nombre d'actions qui ont
qui ont eu lieu et qui sont en cours d'ailleurs. Quelques-unes qui ont été menées avec les circonscriptions et notamment IDEMU dans le cadre du programme Archive, et d'autres qui sont à l'initiative souvent de CCAS et de ces circonscriptions de services sociaux. J'ai en tête Saint-Denis, qui a une action pérenne depuis quelques années, et puis Pierrefitte, qui depuis 2 ans mène des semaines d'action, en tout cas autour de la lutte contre la précarité énergétique, une fois en début d'année, une fois sur la fin de l'année. Donc voilà, de mémoire, les actions fortes qui sont développées. Juste un lien peut-être entre le travail ordinaire d'un travailleur social, je dirais, c'est un ensemble des missions pour lesquelles qui font partie évidemment du travail du quotidien. La précarité énergétique rentre complètement dans les axes, en tout cas de prévention à développer auprès des publics. D'une part parce que le public, en tout cas, qui est concentré plus sur pleine commune, on le voit bien, ne serait-ce que sur quelques indicateurs. Je prends simplement du RSA. On voit bien que c'est un tiers de la population RSA qui est quand même concentrée du département qui est concentré sur Planeco. Bon, voilà, ça donne déjà un peu un indicateur. J'en ai d'autres, mais là, moins affinés, qui est autour des questions des publics handicapés. Mais par contre, là, je n'ai pas le chiffre sur Planeco. Je vous donnerai simplement que le chiffre au niveau départemental, qui est à peu près de plus de 21 000 personnes qui perçoivent de l'allocation handicapée, qui donne l'idée quand même de revenus quand même relativement précaires. Et on peut supposer qu'effectivement, ces publics-là sont confrontés à des problèmes de précarité énergétique. Et j'ai bien entendu tout à l'heure que concernant le bâti sur pleine commune, l'habitat pavillonnaire ou en tout cas d'immeubles en mauvais état est aussi source de précarité pour les publics, et en même temps on les entraîne aussi dans la spirale d'un certain nombre de difficultés autour de la précarité énergétique. Donc le quotidien des assistants sociaux, c'est aussi la prise en compte de toutes ces problématiques, mais à la fois dans tous les champs, je dirais, d'évolution des publics. On a évoqué tout à l'heure la question de santé. Le département y est tout à fait sensible. Nous avons d'ailleurs, il y a peu de temps, organisé des rencontres avec les cadres départementaux des services sociaux, mais également des services de PMI, pour qu'effectivement les professionnels soient sensibilisés, un petit peu formés à ce que c'est que la précarité énergétique, mais surtout soit un relais important, à la fois auprès des publics sur qu'est-ce qui peut exister sur les territoires pour faire face à des difficultés autour de la précarité énergétique, mais aussi sur les affections qui peuvent être rencontrées auprès des publics dans ce cadre-là, avec l'apparition de moisissures dans les logements mal isolés ou mal ventilés, etc., font en sorte qu'effectivement un certain nombre d'affections respiratoires sont effectivement traitées et repérées, en tout cas, par un certain nombre de services médicaux du département. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu pêle-mêle, mais aujourd'hui, nous sommes, en tout cas pour le département, extrêmement vigilants à l'ensemble de ces préventions. Il nous reste, effectivement, et je suis très content, en tout cas, de voir que sur pleine commune, les choses prennent forme. Il nous reste aussi à coordonner l'ensemble de nos interventions, à la fois nos services départementaux, mais larges, c'est pas que les services sociaux, là c'est aussi tous nos services sanitaires, notamment les services de PMI, sur toutes ces questions, en tout cas les sensibiliser et former aussi nos agents à toutes ces questions autour de la lutte contre la précarité énergétique. En tout cas, nous y sommes volontaires. Les services sociaux ne sont pas forcément en tête, et donc de vous accompagner à la formation des acteurs, je sais que vous le faites aussi avec MVE sur la partie Est Ensemble, c'est un chemin à trouver ensemble. Peut-être juste une dernière précision. Une autre des directions avec lesquelles nous travaillons, qui est la direction de l'aménagement et du développement, est complètement compétente sur toutes ces questions, en tout cas autour d'un dispositif départemental Rénov Habitat, très en lien avec
les opérateurs de l'ANA et évidemment auprès des publics qui sont éligibles déjà comme ça, au dispositif de l'ANA. Un de nos collègues devait être présent cet après-midi, il aurait peut-être pu développer un peu plus dans le détail, évidemment, ce qui peut être mis en œuvre par le département, mais d'en œuvre pas moins, qu'effectivement, nous avons travaillé justement à coordonner déjà un petit peu, à voir autour de l'information, faire en sorte que nos professionnels sociaux soient aussi alertés que le département met en œuvre aussi de son côté. Et donc d'être aussi au repérage à un moment du public éligible. Je souhaitais simplement effectivement rebondir sur ce que dit le collègue du conseil départemental de Seine-Saint-Denis sur la question de la formation et de la culturation des travailleurs sociaux. Je viens du monde du champ de l'action sociale et j'ai d'ailleurs été recrutée parce que je venais de ce champ-là et que ça venait complètement en complément du travail que peuvent faire les experts ingénieurs et techniciens sur la thématique, même si voilà, le travail est extrêmement transversal et nécessite beaucoup de transversalité. Nous avons été confrontés à la difficulté de faire comprendre aux professionnels de l'action sociale et au sens large, donc je dis action médico-sociale, puisque chez nous, les espaces départementaux des solidarités regroupent les 3 services PMI, enfance et action sociale, et du coup, voilà, on a ainsi la possibilité d'accéder aux 3 services qui se partagent cette action sur le territoire. La difficulté, c'est que les travailleurs sociaux sont tellement confrontés à des problématiques d'urgence absolue, et je crois me souvenir, parce que c'est pas trop loin dans ma tête, qu'en Seine-Saint-Denis, c'est bien le cas aussi, que les questions de précarité énergétique sont vécues de manière un petit peu secondaire. Et de plus est, dans notre département, le Fonds social d'aide à l'énergie qui est donc dispensé, qui est financé et porté par le conseil départemental et en fait géré par les villes, sauf deux communes. Et donc, les travailleurs sociaux ne gèrent pas directement les questions de factures d'énergie excessives, et c'est géré au niveau des CCAS. Et donc, la conscience, en fait, de cette thématique n'était pas complètement. Donc, on a fait vraiment un travail, et je me tourne vers Tony, mais aussi vers Comi. On a fait un travail en lien avec les 5 espaces info-énergie qui se répartissent sur notre territoire. Et ce travail de formation vraiment importante qu'on a construit avec des assistantes sociales du fameux EDS de Vitry, une de nos villes partenaires, pour être vraiment collé à la réalité immédiate des professionnels, pour les sensibiliser. Et en fait, on s'aperçoit que ça marche très bien. Donc, si ça vous intéresse, voilà, on vous donnera la formule et tout ce qu'il faut. Mais c'est vraiment important d'être collé à leur réalité si on veut que la thématique soit prise en compte par les professionnels. Et je le dis parce que j'étais aussi de ce côté-là de la barrière, et donc je connais bien ces problèmes-là. Donc il faut être, effectivement, vous avez raison, extrêmement attentif à la manière dont on monte les parcours de formation. Donc à votre disposition. Il y avait Madame. Je suis Madame Duchesne, assistante sociale du Conseil général. Je travaille sur l'île Saint-Denis. Je voulais quand même que vous puissiez écouter l'expérience de terrain, parce que c'est très intéressant votre expérience, mais elle est assez haute. D'accord. Eh bien, à niveau de l'île Saint-Denis, nous travaillons avec les compagnons bâtisseurs. D'abord, il faudrait que je fasse un petit peu l'historique. Pleine Commune Habitat avait monté une agence sur l'île Saint-Denis avec l'ANA pour faire un diagnostic des logements insalubres. Ça a été fait, et je ne sais plus la date, ça a été fait, et nous l'utilisons comme un outil de travail, ce diagnostic-là. Eh bien, je vous disais, avec les compagnons bâtisseurs, nous travaillons sur l'économie d'énergie et sur d'autres aspects aussi de la vie des gens de la commune. Ils essaient de faire des visites à domicile par rapport aux gens qui sont volontaires pour faire les diagnostics des dépenses. Déjà par rapport aux factures et par rapport à l'énergie qui s'échappe du logement. Je voulais vous dire ça. Et c'est vrai qu'en tant qu'assistante sociale, nous ne sommes pas formés par rapport à ça, mais du fait que nous
nous recevons énormément de gens qui ont des difficultés là, et bien on essaye d'intervenir pour que ça change. Par rapport au logement indigne, nous ne sommes pas formés non plus, mais nous travaillons avec l'Agence régionale de la santé pour qu'ils soient classés en péril ou qu'ils soient réhabilités. Là, c'est comme ça. Par rapport à d'autres situations aussi, d'autres problématiques de la commune. Sur la formation, ça fait près de 15 ans qu'on fait de la formation pour les travailleurs sociaux dans le département de l'Hérault. Alors l'Hérault, je ne sais pas quelle vision vous en avez, mais c'est des indicateurs de précarité alarmants. Souvent, on voit ça comme une destination de vacances, mais en tout cas, dans le quotidien, ça l'est pas forcément pour tout le monde. On a toujours eu des travailleurs sociaux très intéressés, motivés par ce qu'on leur racontait. Donc moi, j'encourage vraiment à travailler là-dessus, et surtout, j'encourage à ne pas oublier que c'est bien de se préoccuper de la formation des travailleurs sociaux. Il faut aussi se préoccuper de la formation sociale des techniciens de l'habitat et de l'énergie. Parce qu'on est toujours dans le même sens. On demande aux travailleurs sociaux de comprendre, d'intégrer les questions énergétiques, etc. Et en revanche, les gens qui interviennent dans l'habitat par les visites à domicile, etc., ou tous ceux qui font des opérations, on se préoccupe beaucoup moins de leur donner un minimum de corpus de connaissances de qu'est-ce que c'est que les problématiques sociales, qu'est-ce que c'est que l'action sociale, qu'est-ce que c'est que la déontologie aussi dans le travail social. Donc moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Dans les formations pour le SLIM, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 8 journées de formation. C'est des binômes. En tout cas, nous, on est formateurs aussi avec Croix-Rouge, enfin l'Institut régional de formation sanitaire et sociale. Et il y a un volet formation à l'accompagnement social, autant que compréhension de qu'est-ce qu'on fait dans un logement en termes de diagnostic. Et rapidement, sur l'articulation, ça doit faire, je ne sais pas, presque 10 ans que nous, on essaie de se bagarrer pour l'articulation des dispositifs, parce qu'on voit bien qu'entre le monde de l'habitat, de l'énergie, du logement, etc., enfin, chacun a son petit dispositif. Et alors, j'ai adoré les 5 grandes directions, 12 services et 4 vice-présidents. Je pense qu'on peut dire à peu près pareil chez nous. Et il y a de l'articulation à faire dans la collectivité départementale, parce que ce sont de très grosses maisons, et on comprend que ce soit compliqué. Mais il y a aussi de l'articulation à faire, et il faut que tout le monde y mette du sien, entre les opérateurs, parce qu'il y a aussi des questions de concurrence, de précaré, etc. Et si on ne travaille pas, et là, la commande, là, c'est vraiment aux politiques de s'en saisir, si on ne fait pas un schéma d'articulation, et je pense que le travail de l'ALEC là-dessus, il est fondamental, c'est-à-dire que tout le monde est autour de la table et réfléchit à comment, très concrètement, on articule la détection, le repérage, l'orientation. Moi, ce que disait Fabienne, oui, tout à l'heure, c'est fondamental. Le ménage, il n'y en a qu'un, c'est pas des tranches comme ça. Il y a un ménage, donc lui, il faut à un moment donné qu'il soit accompagné. Il se fiche éperdument de savoir s'il dépend du D3E ou du 4SL, du service, du couloir, bureau 312, quoi. Donc ça me semble vraiment indispensable. Et comme vous êtes dans cette dynamique de lancement, je pense que c'est vraiment essentiel de ne pas le perdre de vue, quoi. Merci pour les interventions. On est sur un temps de débat, donc ça tombe bien. Je laisse quand même la parole au CIPEREC, qui a aussi des choses à raconter sur les dispositifs existants. Et je pense qu'on reviendra sur la question des CCAS et des interventions sociales après, avec l'intervention de Valérie du CCAS d'Aubervilliers. Bonjour à tous, Julien Barreto. Alors le CIPEREC, c'est un syndicat qui regroupe 81 communes de la petite couronne parisienne, donc sur les départements 92, 93 et 94, dont l'intégralité des communes sur Plenco. Et vous le savez peut-être pas, mais les communes sont propriétaires des réseaux d'électricité, donc les fils électriques qui arrivent jusqu'à chez vous et jusqu'au compteur. Et à travers cette compétence d'électricité, on a eu l'opportunité de créer un fonds avec EDF, donc qui s'appelle Fonds social, précarité et efficacité énergétique, et qui est l'un des 40 000 dispositifs financiers qui existent, en particulier sur votre territoire. Et donc si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous dire que ça existe, vous dire ou vous le redire, qu'il y a des budgets qui ne sont pas gigantesques mais qui existent, et qu'on est juste là pour vous aider à pouvoir les utiliser. Donc 4 grands types d'actions, un peu de curatif, un peu de préventif. Je vais faire le zoom là sur ce qui est en rouge, aide au paiement des factures, parce que c'est
aujourd'hui, ce sur quoi on est le plus sollicité. Mais donc très rapidement le reste. Donc on propose des guides que vous avez ici. Un guide de l'économie, donc c'est des guides grand public pour l'utilisation de l'énergie dans les logements. Un guide vos droits en matière d'électricité, qui vise plus particulièrement les personnes qui ont des problèmes d'aide au paiement des factures. Donc ça explique qu'est-ce que je fais quand j'ai du retard dans le paiement des factures, quand on me réduit ma puissance, comment le TPN, etc. C'est des guides donc, qui sont à votre disposition. On peut vous les fournir en très grande quantité. Il y a des CCAS ou des communes qui les utilisent de manière assez massive, d'autres moins. Donc n'hésitez pas. Et puis on a aussi des expositions. Donc il y en a une qui est basée, donc toujours grand public, qui est basée sur ce guide de l'économie. Donc c'est des panneaux autoportants. Une autre plus sophistiquée, plus approfondie, qui s'appelle la Maison Économe et qui est en partenariat avec l'ALE Maîtrisez votre énergie. Donc tout ça, c'est à votre disposition gratuitement ou financé via ce fonds social. Et toujours dans l'onglet sensibiliser et prévenir, il y a donc le remboursement d'achat d'ampoules basse conso ou LED. Donc c'est pareil, vous achetez des ampoules et on vous les rembourse. Donc je reviendrai au paiement des factures juste après. Sachez juste qu'il y a du diagnostic thermique des logements qui sont financés et de la rénovation thermique donc de logements. Donc le zoom sur le paiement des factures. Donc il faut savoir que déjà la majorité des CCAS de pleine commune l'utilisent déjà, peu l'utilisent à son maximum. Il faut savoir qu'on a augmenté les plafonds de paiement l'année dernière. Et donc voilà, vous avez, moi je vous mets très concrètement les montants qui sont votés, qui sont disponibles sur l'année 2015 dans chacune de vos communes. Donc j'ai pas fait le compte de à quel niveau de consommation vous en êtes. Mais voilà, l'année dernière, tout n'a pas été utilisé. Il y en a qui l'ont pas utilisé du tout, d'autres qui l'ont utilisé complètement. Voilà, donc je fais le zoom là-dessus parce que bon, c'est du curatif, mais bon, ça répond à un besoin et donc ça existe. Donc je fais un petit zoom là sur la procédure. Donc ça concerne, c'est une enveloppe qui est à votre disposition. Donc vous l'utilisez comme vous voulez. Ça concerne uniquement le paiement des factures d'électricité pour les clients qui sont EDF au tarif réglementé, parce que ce fonds est lié au tarif réglementé de vente d'EDF. Et donc, vous l'utilisez comme vous voulez, mais vous avancez cette somme et on vous la rembourse. Et donc, la procédure a un tout petit peu évolué. Je vais en dire un tout petit mot. Notez par contre que donc vous avez un budget 2015 là. Si vous voulez pouvoir l'utiliser complètement, il faut qu'on puisse recevoir vos attestations de paiement des factures avant le 15 novembre. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de la procédure. Le principe, c'est que vous attribuez les fonds, vous informez EDF des montants que vous voulez attribuer. Ensuite, vous faites le virement à EDF et ensuite, on vous rembourse. Donc ça s'appuie sur des modèles, je vous les mets là, évidemment je ne rentre pas dans le détail. C'est une petite mécanique voilà, il faut se l'approprier, mais une fois qu'on y est, ça fonctionne de manière plutôt simple. Alors, nous voulons vous connaître mieux. C'est d'autant plus vrai que aujourd'hui, vous connaissez peut-être, enfin, beaucoup d'entre vous ont déjà fait des choses avec le CIPEREC. Donc, sans doute vous connaissez Gérard Luce qui a été responsable de ce dispositif jusqu'à peu. Donc, il est parti à la retraite. Et donc, c'est Bérénice Concentré qui est là, qui va reprendre l'opérationnel du dispositif. Moi, je suis responsable de l'activité concession et je suis un peu jeune aussi sur le sujet. Donc, on a besoin d'avoir vos retours sur ces dispositifs, sur si ça fonctionne, si ça fonctionne moins bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer. C'est vrai pour l'aide au paiement des factures, avec des procédures qui existent, mais qui peuvent peut-être évoluer. C'est vrai pour tous les autres dispositifs qui sont disponibles dans ce fonds social. Ce qui est certain, c'est que ce fonds, nous, on n'est pas sur le terrain, donc on n'est pas capable de ressentir directement ce qui peut être vraiment utile, ce qui fonctionne pas. Et donc, c'est quand vous vous emparez du dispositif et que vous nous faites vos retours d'expérience et qu'on peut faire évoluer ces dispositifs
que ça fonctionne au mieux. Voilà, et j'en profite pour vous dire que tout ça fonctionne aussi si on sait bien identifier réciproquement où sont les bons interlocuteurs. Donc moi j'ai sorti une liste, là on a aujourd'hui un interlocuteur au moins identifié dans chaque CCAS, dans chaque commune de pleine commune. Peut-être qu'on n'a pas les bons. On va faire un mailing prochainement à ces interlocuteurs pour confirmer que c'est bien les bonnes personnes. Si vous pensez que ça a bougé, si vous n'êtes pas dedans et que vous y êtes, venez nous voir, comme ça on vous met dans la boucle. On ne fait pas de spamming, hein, rassurez-vous. Voilà, et donc vos interlocuteurs, donc c'est Pérennis concentré à partir du 1er octobre. Et puis pour les expositions et l'économie, Maison Économe, c'est d'autres services, ou alors directement la Maison MVE pour la Maison Économe. Vous avez, donc, j'ai pas pu vous en dire plus sur les autres dispositifs. Vous avez une fiche pratique ici qui est sur la table que vous pouvez prendre en sortant. Et donc surtout, si vous vous posez des questions, vous avez envie d'aller plus loin, contactez-nous. Merci. Je vais laisser la parole, puisqu'on nous a dit que nos interventions étaient trop hautes. On va aller dans le concret, et c'est Valérie qui va terminer ce cycle cet après-midi d'intervention pour nous présenter, pour ceux qui ne les connaissent pas déjà, l'expérience d'Aubervilliers. Merci. Donc moi je suis Valérie Marquez, chargée de mission pour l'inclusion bancaire et énergétique. On a beaucoup de chance d'avoir sur Aubervilliers cette mission, mais nous avons énormément de besoins. 40% de la population est sous le seuil de pauvreté et on a un habitat privé extrêmement dégradé. Donc le dispositif est à la hauteur et encore pas suffisamment, mais en tout cas des besoins qui sont immenses. Donc au sein de cette mission, nous avons une conseillère en économie sociale et familiale, ici présente, Élodie Antonio. Particulièrement compétente sur la question de la précarité énergétique, qui a participé également à l'aventure Achieve. Nous avons une adjointe administrative deux adjointes administratives en validation des acquis pour devenir travailleur social et une apprentie conseillère en économie sociale et familiale. Donc en 2011, nous avons créé un programme d'action locale de lutte contre la précarité énergétique qui englobe l'ensemble des actions et dispositifs avec la première chose, c'est une coordination éco-geste précarité énergétique. Ce sont des réunions que nous faisons tous les 2 mois et qui rassemblent l'ensemble des acteurs locaux, donc les élus, les associations, les services, et je le souhaite bientôt les habitants eux-mêmes. On n'est pas toujours d'accord là-dessus, donc on travaille un petit peu sur cette question-là, parce qu'on ne peut pas tout dire, on ne peut pas se dire la même chose quand il y a les habitants. Mais on y arrivera. Moi, je ne désespère jamais. Parce qu'on ne sera pas complet tant qu'on n'aura pas les personnes véritablement concernées. Je tiens à dire que quand même, la précarité énergétique, la conséquence ultime, c'est la mortalité précoce. Aussi bien pour la précarité été, la question de la canicule que du froid. Et ça, en France, c'est encore un peu tabou. On en parle assez facilement en Angleterre, mais... Voilà. Donc aussi d'où notre projet, nous, de construire un groupe de travail sur les conséquences sur la santé de la précarité énergétique. C'est notre cheval de bataille pour la fin 2015, début 2016. Donc cette coordination, elle est essentielle parce que c'est dans cette instance qu'on se met tous ensemble autour de la table et qu'on discute de nos projets, de nos actions, de l'actualité et qu'on mutualise. On évite les doublons et on sensibilise les élus. Voilà, donc c'est des moments importants. Il y a également, depuis cette année, le groupe de travail avec l'Union départementale des CCAS. On est environ 8 CCAS très actifs. On se rencontre également une fois tous les 2 mois et on travaille sur le FSE et la précarité énergétique.
Et donc en 2010, oui, on a... moi, je suis travailleuse sociale, conseillère en économie sociale et familiale de formation initiale. Et quand je me suis intéressée à cette question-là, je ne me sentais pas suffisamment formée ni outillée. Donc j'ai été voir en premier lieu l'IDEMU en 2010, qui m'a formée, qui m'a outillée. Et grâce à eux, et aussi au CIPEREC, qui a remboursé les ampoules basse consommation que nous achetions, j'ai pu démarrer les ateliers éco-gestes que nous menons tous les mois au CCAS pour, dans un premier temps, les bénéficiaires du FSE, que nous mobilisons systématiquement. Nous avons 1500 demandeurs d'aide FSE par an, entre 1500 et 1800 depuis 2005. Et nous leur proposons systématiquement de venir aux ateliers mensuels que Élodie anime, avec des outils très pédagogiques. On essaye d'avoir des outils très concrets. On a également un projet de logement témoin avec la régie de quartier, où là, on veut aller encore un peu plus loin dans le concret. On travaille tout ceci avec les partenaires privés, les fournisseurs, notamment. Donc ce projet de logement témoin, c'est un projet en partenariat avec Veolia, notamment. Et donc, ce qui est intéressant dans ces ateliers collectifs, la difficulté, c'est toujours la mobilisation du public, faire venir les personnes dans ces ateliers. C'est un peu compliqué. On a en moyenne 11 personnes qui viennent, mais en revanche, c'est extrêmement riche parce que on part des compétences, des connaissances de la personne qu'on valorise et on brode autour, on complète. Mais en tout cas, voilà, ça c'est extrêmement important de partir de ce que les personnes savent. On démarre jamais de rien du tout et on n'a pas la science infuse, voilà. Donc, ces ateliers souvent font des petits. En tout cas, nous, les personnes qui viennent, par leurs connaissances, par leurs besoins, par leurs souhaits, nous ont amenés à faire maintenant des ateliers de confection de produits ménagers naturels, par exemple, un partenariat avec le CITOM 93. On a mené aussi des ateliers de confection de marmites norvégiennes, un travail avec l'association Shakti 21, un économiseur un cuiseur économe, qui permet de faire des économies d'énergie pour la cuisson de 70%, à peu près. En tout cas, c'est tout ceci pour vous montrer la diversité des acteurs et l'immense possibilité que l'on a de travailler les uns avec les autres. EDF Solidarité, ils m'ont apporté également un complément de formation, des outils. Ils sont intervenus à l'occasion de semaines de développement durable pour animer des ateliers, notamment au sein de la régie de quartier. Donc Veolia, on travaille énormément avec eux également. Ils sont intervenus depuis 2011 pour animer des ateliers également. Maintenant, on travaille sur ce projet de logement témoin avec la régie de quartier, qui sera un temps fort pour nous fin 2015, début 2016. Mais on a également avec Veolia l'action expérimentale Eau solidaire, qui permet d'apporter une aide aux locataires de l'OPH, puisque nous, sur le territoire d'Aubervilliers, c'est l'OPH qui a répondu à cette proposition.
Pour l'instant, nous n'avons pas véritablement démarré parce que l'OPH n'était pas tout à fait prêt, mais là, ils vont l'être très bientôt et nous allons pouvoir enfin aider les locataires de l'OPH à payer leurs factures. En attendant, le CCAS continue de gérer le chèque d'accompagnement personnalisé pour apporter une aide financière aux abonnés Veolia notamment. ERDF, grâce à leur outil électricité où sont les clés, qui est un outil qui comprend 14 expériences. Donc cet outil a été créé par l'association Les Petits Débrouillards. ERDF nous donne la possibilité de nous former. Donc moi je me suis formée, la mission a été formée et beaucoup d'acteurs associatifs, institutionnels peuvent se former et ensuite emprunter l'outil qui permet d'animer des ateliers en direction de la jeunesse, des usagers du champ social. Donc nous l'utilisons quand nous avons des demandes d'enseignants, puisque nous intervenons aussi auprès des CM2 notamment. Nous avons un partenariat avec plusieurs écoles d'Aubervilliers. Nous l'avons utilisé pour faire une action auprès d'un foyer logement pour des personnes âgées. Nous utilisons cet outil également dans des actions événementielles, carnaval éco-gestes notamment, enfin voilà, différentes actions. Voilà pour les ateliers éco-gestes. Le CIPEREC, nous avons répondu présent dès que nous avons su qu'il faisait une aide à la rénovation thermique. En fait, il s'agit d'une action où EDF propose un diagnostic gratuit aux propriétaires occupants modestes. À l'issue de ce diagnostic gratuit, nous orientons les propriétaires sur des opérateurs. Nous avons un opérateur qui s'appelle Urbanis sur un morceau du territoire en OPA, mais également sur le Pactarim et maintenant sur la LEC. Et ça va être précieux. Également, lesquels opérateurs et l'agence locale vont faire ce travail d'accompagnement des propriétaires pour monter le projet de financement. Et au bout, une fois que les principaux financeurs ont répondu oui, le CIPEREC complète avec une aide financière de 2 000 €. Et nous, CCAS d'Aubervilliers, on apporte 500 € supplémentaires pour 10 familles par an. Voilà pour les propriétaires occupants. Et ce qui est assez aisé pour nous au sein des CCAS, c'est la mobilisation du public. Parce que dans le cadre du FSE, nous avons des propriétaires occupants qui demandent des aides. Donc systématiquement, nous les mobilisons aussi pour s'engager dans des projets de rénovation thermique. Donc c'est compliqué pour eux parce qu'ils ont des petits revenus. Donc, mais nous avons quand même à notre actif aujourd'hui 4 propriétaires occupants qui ont bénéficié de ces aides. Une famille, par exemple, un couple en pavillon avec enfants qui ont eu 25 000 € de travaux entièrement financés. Nous avons un couple de retraités en appartement et 2 autres situations. Donc la totalité des travaux financés. Donc c'est du qualitatif, mais voilà, pour ces familles-là, en tout cas, normalement, ils ne devraient plus avoir besoin de l'aide du FSE. Et le parcours dont parlait Aminata, ça va servir à ça. Enfin, en fait, c'est comment nous, acteurs de terrain, on repère les situations et on va pouvoir les accompagner tous ensemble, public, privé, associatif, institutionnel, à une solution définitive de travaux. Voilà, ça prend du temps, mais ensemble, on peut y arriver.
Voilà. Et en cela, l'action Achieve, pour nous, ça a été quelque chose... ça a été l'action la plus pertinente en matière d'action préventive de premier niveau. On a pu bénéficier de plus de 90 visites à domicile. Ce travail-là, c'est effectivement le plus pertinent, puisque les personnes diagnostiquées par les travailleurs sociaux du service social municipal ont pu être orientées directement sur l'IDEMU. Des visites sociotechniques ont été réalisées, un diagnostic personnalisé effectué, des petits équipements économes posés directement, des conseils donnés, et ensuite surtout un rapport nous a été transmis, lequel rapport était transmis aux travailleurs sociaux qui avaient là un outil de connaissance de la problématique des familles, puisque les travailleurs sociaux n'ont pas la possibilité d'aller en visite à domicile auprès de tous les usagers qu'ils ont, mais là, ils avaient un outil qui leur permettait de mieux comprendre la problématique énergétique des personnes orientées. Donc, c'est pour ça que nous avons travaillé avec l'ALEC très rapidement sur ce projet SLIM, qui va très certainement démarrer avec la plateforme, mais c'est vraiment... l'action, me semble-t-il, la plus aboutie en matière de prévention précarité énergétique de premier niveau, qui permettra très certainement d'aller pour certains vers les travaux. Voilà, j'ai à peu près fait le tour des actions menées sur Aubervilliers. C'est parfait, merci Valérie. Petite remarque complémentaire, on en a déjà parlé entre nous avec beaucoup qui sont encore là. La cellule de coordination et le fait d'utiliser les enveloppes existantes avec l'énergie que vous mettez sur Aubervilliers, c'est des actions qui sont, je dis pas faciles à mettre en œuvre, mais qui sont quasi gratuites. C'est-à-dire que ça ne demande pas des budgets complémentaires, de travailler à la transversalité, à la mutualisation des actions, à la sensibilisation des acteurs en interne et des élus. Voilà, cette démarche, elle a 3 ans, 4 ans, 5 ans. Elle ne demande pas beaucoup plus d'argent. À budget constant, on arrive à travailler à peu près et ça permet d'utiliser, d'exploiter les enveloppes qui aujourd'hui existent, mais qui ne sont pas suffisamment utilisées. Ça, c'est la première remarque et c'est une idée qu'on a évidemment récupérée en plein pour programmer ce projet de plateforme. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est qu'effectivement, il y avait les diagnostics Achieve. Effectivement, il y avait les diagnostics EDF. Il y avait au passé, il n'existe plus aujourd'hui et on manque d'outils de visite à domicile, de visites socio-techniques. Aujourd'hui, c'est une brique essentielle dans le cheminement des familles, dans l'accompagnement des familles et c'est un gros carré rouge dans le parcours que Aminata vous a rapidement présenté. Aujourd'hui, on n'a pas de solution pour accompagner techniquement, physiquement les familles et ça, c'est une vraie difficulté. Là, je suis élu sur la ville de Pierrefitte, sur Awani. Et je voudrais, à partir de ce séminaire, qui est vraiment très intéressant, parce que, en tant qu'élu, ça m'éclaire personnellement sur un peu les différents dispositifs, les expériences, les réponses, etc. Et je voudrais, par ma présence, affirmer l'engagement, en tout cas de ma ville, parce qu'elle a été citée tout à l'heure dans le travail de prévention, au même titre que la ville d'Aubervilliers, je crois, si j'ai bien compris. La volonté, en tous les cas, d'engager la ville dans cet axe de travail qui me paraît très très intéressant. C'est vrai que le travail de prévention, il laisse une réflexion très très large en mettant en évidence le manque, en tous les cas, d'adhésion de pas mal de partenaires qui font et qui feront que justement la prévention aura toute sa place. Je sais que parfois c'est pas facile, mais c'est la volonté qui fera que parfois ce travail se met en place, je dirais difficilement, mais en final il apportera toujours des résultats parce que c'est là où on pourra toucher les difficultés des familles, etc. Et je pense que autour de l'énergie,
il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se croiser. Parce que tout à l'heure, les collègues ont parlé de leur expérience. Il y a la santé, il y a les problèmes sociaux, le logement, etc. Donc on brase en tous les cas au terrain pas mal de choses qui questionnent par rapport à cette question de l'énergie. Je voudrais juste rappeler que sur notre ville, enfin je parle un peu de l'expérience, après je mettrai le cap sur l'union départementale des CCAS. Nous allons engager toute une réflexion pour engager davantage une co-construction partenariale sur la ville au travers du PST que nous avons signé il n'y a pas longtemps avec le président du conseil départemental et notre ville. Et c'est vrai que dans ce projet social du territoire, mettrait en évidence et un lien très fort avec les différents partenariats. Et il a été évoqué tout à l'heure la présence des habitants. Je pense que à l'heure où nous sommes, il est d'une manière incontournable de ne pas mettre de côté les habitants qui, les premiers, peuvent être aussi témoins et acteurs un petit peu autour de cette réflexion. Sur le travail partenarial, je me satisfais parce que c'est vrai que au niveau du CPREC, enfin le travail partenarial avec les collègues du conseil départemental, etc., enfin le conseil départemental, c'est vrai qu'il y a un travail très très intéressant. Et de ce côté-là, moi personnellement, au niveau de ma ville, je ne peux que me satisfaire. Ce n'est pas suffisant, mais ce sont des réponses quand même qui apportent des petites solutions. Maintenant, il y a une question, moi, qui me paraît très importante, et on l'a évoqué les uns et les autres autour de la formation. C'est vrai que les personnes qui employées au niveau des CCAS, et la collègue l'a bien dit, manquent de formation parce que ce n'est pas des travailleurs sociaux. Et c'est vrai que pour avoir une qualification quelque part ou une approche pour aller un petit peu, quand on a évoqué les visites à domicile, etc., parce qu'un travailleur social, quand il va à domicile, il va avec une casquette de travailleur social. Mais pour toucher la question énergétique, il va falloir connaître un petit peu cette question-là et ça mériterait de la prendre vraiment en charge et de la réfléchir à un niveau, pour le moment je ne sais pas lequel, mais j'avais envie de proposer quelque chose. Il se trouve que je suis vice-président de l'union départementale du CCAS du département. Et je tenterai, au travers de ce que j'ai entendu aujourd'hui, de faire une proposition au bureau de l'union départementale. On l'a déjà fait, j'ouvre une petite parenthèse, parce que depuis tout à l'heure, on en parle, et on n'a pas évoqué les ABS, l'analyse des besoins sociaux, qui est quand même une indication réglementaire et qui permet quelquefois de poser un diagnostic, même s'il n'est pas juste, mais d'une manière un peu exhaustive, pour voir un petit peu cette question de l'énergie. Et beaucoup de CCAS sur beaucoup de villes, je ne sais pas s'il y a des élus, si des collègues sont représentatifs aujourd'hui, mais en tous les cas, de ce que je sais, de ce que j'ai pu évaluer, les ABS ne sont pas très engagés sur les départements. Quelques villes l'ont fait, d'autres ne l'ont pas fait. On vient de faire une proposition, on l'a validée il n'y a pas longtemps, d'une convention avec l'Institut politique des sciences politiques, pour qu'il y ait une équipe qui ferait des ABS sur les villes. Jusqu'à présent, sur les 32 villes qui sont adhérentes à l'union départementale, il y a une dizaine qui se sont manifestées pour cet ABS qui va se mettre en place bientôt. Ça serait intéressant, au travers de ce travail-là, peut-être un peu de reformuler les besoins pour un peu travailler. Et aussi au travers des PSC, parce que notre ville, c'est la 3e qui a signé le projet social du territoire. Après Clichy-Montfermeil et Bondy, c'est Pierrefitte qui a signé le PST. Ce travail permettrait au niveau du territoire de développer davantage à la fois la prévention et à la fois de mettre en évidence un travail partenarial. Et pourquoi pas aussi imaginer au travers de l'union départementale un axe de formation qui pourrait permettre parfois, parce que je pense qu'il pourrait y avoir des
des possibilités, mais je ne sais pas pour le moment, parce qu'on a parlé des instituts de formation, les collègues ont eu l'expérience d'avoir engagé 12 jeunes dans le cadre de l'emploi jeune, etc. Voilà un peu des expériences qui peuvent nous faire réfléchir sur comment introduire au niveau du local ce genre de travail, ce genre de profil, je dirais, qui permettrait de venir en complémentarité avec tout ce qui se fait déjà. Et je sais qu'on en a vraiment grand besoin d'être vraiment dans un travail qui nécessite une volonté de travailler ensemble. Je vous remercie.